Bonjour, aujourd'hui je vais vous emmener dans le pays des Chouans, ces paysans contre-révolutionnaires qui ont combattu les armées républicaines à partir de 1792. C'est une zone qui correspond grosso modo à l'actuelle région Pays de Loire, allant des bords de la Loire à Angers, à Tours, en passant par Laval, en Mayenne et au Mans dans la Sarthe, jusqu'aux confins de la Normandie au nord et jusqu'à la Vendée au sud. La Vendée, le fief du baron local Philippe de Villiers, catholique réactionnaire aux sympathies monarchistes et ancien président du Conseil général de Vendée. Pourquoi s'intéresser précisément à cette région ? Eh bien parce que c'est probablement là que les groupes d'extrême droite ont le plus le vent en poupe, avec des implantations maintenant déjà anciennes et qui se sont consolidées au fil du temps, principalement autour de Angers. La caractéristique de l'extrême droite dans cette région, c'est l'alliance d'une bourgeoisie catholique réactionnaire et radicalisée avec une extrême droite néofasciste plus populaire. Des notables locaux qui comptent souvent dans leur entourage des avocats qui ont des moyens financiers pour soutenir l'activité de ces groupes, des biens immobiliers qui servent de QG à ces derniers et des terres qui peuvent servir de terrain d'entraînement ou de lieu de rencontre discret. Les Pays de Loire sont une région paradoxale. Derrière la grande métropole qu'est Nantes, qui est un fief de la gauche et même de l'extrême gauche, cette région est aussi la terre d'un catholicisme réactionnaire et nostalgique de son âge d'or lorsqu'il régentait l'ensemble de la vie sociale. Historiquement, c'est là qu'eut lieu la révolte des Chouans, ces paysans nostalgiques du roi qui se sont soulevés contre les révolutionnaires avant d'être écrasés dans le sang. Des Chouans remis à l'honneur par Philippe de Villiers avec son spectacle du Puy du Fou et des groupes d'extrême droite locaux qui lui ont emboîté le pas. C'est ainsi qu'est né à Angers le mouvement Chouan. Angers, la deuxième plus grande ville de la région après Nantes, c'est le point névralgique de cette ultra-droite soutenue par des notables locaux. C'est là que vit un personnage central dans la mouvance d'ultra-droite en France, Jean-Eudes Gannat, tout juste trentenaire, issu d'une famille bourgeoise ancrée à l'extrême droite depuis très longtemps. Son père, Pascal Gannat, est un historique du Front National des années 80-90. Il a été le directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen de 88 à 92, puis par un temps travaillé à l'étranger, mais revient 20 ans plus tard dans un parti désormais dirigé par Marine Le Pen, qui le nomme au bureau politique et en fait le numéro 1 du parti dans les Pays de Loire. Il est élu conseiller régional en 2015, avant d'être exclu du parti en désaccord avec la ligne de dédiabolisation de Marine Le Pen. Jean-Eudes Gannat est un pur idéologue d'envergure nationale qui rêve d'unifier toute l'extrême droite, des cathos tradis bourgeois aux néo-nazis violents. Il est tout aussi à l'aise avec des notables angevins qu'avec les cogneurs du GUD parisien. Il est ainsi proche de leur chef, Marc de Cacré-Valménier. Tout petit, il est tombé dans la marmite d'extrême droite. À l'âge de 18 ans, il est président du Front National de la Jeunesse dans le Maine-et-Loire. En 2014, il est candidat sur la liste Front National au municipal à Angers, une liste conduite par un ancien du groupe Union Défense, un groupuscule néofasciste plus connu sous son sigle, le GUD. Le GUD, Jean-Eudes Gannat, membre de la section d'Angers de Génération Identitaire, en a été proche. Il a notamment travaillé pour Frédéric Chatillon, un ancien chef du GUD, proche de Marine Le Pen, devenu l'un des hommes clés du réseau de financement du Front National à l'époque. C'est là la particularité de Jean-Eudes Gannat. Il est à la croisée des deux grandes tendances rivales de l'ultra-droite française, les nationalistes révolutionnaires, en gros le terme poli pour dire néofasciste ou néo-nazi, comme le GUD, dont l'activité essentielle se fait avec les poings et les battes de baseball, et les identitaires plus bourgeois, plus idéologiques, héritiers de la nouvelle droite des années 80, un mouvement de refondation de l'extrême droite qui en recyclait les vieilles lunes pour lui donner un vernis plus respectable. Jean-Eudes Gannat va œuvrer, avec un certain succès localement, à unifier ces deux tendances. En 2017, Gannat quitte le Front National et fonde l'Alvarium, un café associatif avec le soutien de son père, l'association qui a loué officiellement le local, à son siège domicilié à l'adresse personnelle de Pascal Gannat, en Mayenne. On y organise des conférences-débats alternant les thèmes chers aux identitaires et aux nationalistes révolutionnaires, comme celle consacrée au mouvement néofasciste Ordre Nouveau, ou à Blocco Studentesco en Italie, ou l'identité française et le catholicisme.
L'ancien numéro 2 du Front National, Bruno Gollnisch, y a notamment été invité. Bien que venant de Génération Identitaire, Gana a développé des liens entre ce groupe et les néofascistes du GUD. Ainsi, un ancien de l'Alvarium, Paul-Alexis Buzac, est devenu l'un des principaux responsables des néofascistes parisiens. On le voit ici, en tête du défilé du comité du 9 mai, qui rassemble depuis 30 ans le Gotha du néofascisme français. Mais ces débats doctrinaires n'empêchent pas les membres du groupe L'Alvarium de commettre des violences. C'est notamment le cas du propre frère du chef, François Aubert Gana. Autant le premier est un idéologue, autant le second a plus un penchant pour les actions coup de poing que pour les débats idéologiques. Ancien membre de Génération Identitaire, aujourd'hui dissoute, il a tout juste 19 ans quand il écope de 10 mois de prison avec sursis, après avoir entonné des chants nazis, proféré des insultes racistes, c'était en octobre 2016, avant d'asséner un coup de poing à un policier. Pas très malin. 5 ans plus tard, en mai 2021, il agresse avec des complices des personnes soupçonnées d'avoir collé des stickers Antifa. Il est à nouveau condamné et passera cette fois-ci 6 mois derrière les barreaux. Ce jour-là, il était accompagné d'un autre membre de l'Alvarium, Baudouin Lenalio, un homme qui, une semaine auparavant, s'était déjà fait arrêter en attaquant des intermittents du spectacle qui occupaient le théâtre d'Orléans. Dans cette agression, il était accompagné d'un complice, non identifié, porteur d'un tatouage néo-nazi. Autre violence attribuée à l'Alvarium, en janvier 2021, le saccage des locaux d'un lieu associatif hostile à l'extrême droite, l'Étincelle. À l'intérieur, des livres ont été brûlés, une action revendiquée par Angers Nationaliste que beaucoup suspectent d'être un faux-né de l'Alvarium. Dans les années 2010, l'Alvarium comprend des activistes particulièrement dangereux, souvent des fils de bonne famille radicalisés à l'extrême droite, qui exportent leur violence dans d'autres villes du Grand Ouest. Ainsi, François Mamès-Cosseron de Villenoisy, un ancien de l'Alvarium, a écopé de 6 ans ferme en septembre 2023, après le tabassage à Nantes, en 2017, de 2 jeunes pris à tort pour des antifas. Les agresseurs s'étaient enfuis, laissant leurs victimes inanimées, la tête ensanglantée, une oreille sectionnée pour l'un d'entre eux. Ces différentes violences ont conduit le ministère de l'Intérieur à dissoudre l'Alvarium en novembre 2021. Mais le lieu lui-même est resté ouvert et le RAID, le Rassemblement des étudiants de droite, a pris la suite de l'Alvarium avec peu ou prou les mêmes militants. Et avec le lot d'incidents qui va avec. Ainsi, le 1er juillet 2023, suite à la mort de Naël Merzouk à Nanterre, quelques jours auparavant, une manifestation contre les violences policières est attaquée par des activistes de l'Alvarium. Mais c'est l'Alvarium, c'est des putains de nazis de merde. Bien que cagoulés, plusieurs membres du RAID et anciens de l'Alvarium sont reconnaissables sur ces images. Ce jeune homme notamment, Côme Julien de Pomerol, est un membre bien connu de l'Alvarium. Marc de Cacré-Valménier, le chef du GUD parisien, égérie des activistes les plus violents de France, a aussi été reconnu parmi les opposants à la manif. Preuve encore une fois de la proximité entre Gana et le GUD. Dans la nuit, la situation a quelque peu dégénéré et des jeunes ont pris pour cible le local de l'ex-Alvarium. Et Jean-Eudes Gana affirme que ce sont les manifestants qui ont attaqué en premier. 4 militants d'extrême droite, dont Jean-Eudes Gana et Côme Julien de Pomerol, sont arrêtés et sont condamnés en appel à de la prison avec sursis. À la suite de ces incidents, la préfecture ferme définitivement le local de l'ex-Alvarium. Qu'à cela ne tienne, la bande à Gana n'a pas mis longtemps à retrouver un lieu. Ils ont trouvé refuge dans un ancien bar du centre-ville, le Bazar. Selon Street Press, le nouveau fief des anciens de l'Alvarium est la propriété d'un riche fils de la bonne bourgeoisie angevine, un certain Aloïs H. Car si Jean-Eudes Gana fréquente les soudards du GUD, il est tout aussi à l'aise avec la bourgeoisie locale. Ces connexions sont un vrai atout, et c'est à elles qu'il doit sa solide implantation à Angers. Il a par exemple le soutien d'une vieille famille de notables du cru, les Levavasseurs, dont l'un des illustres ancêtres fut même maire d'Angers. Un siècle plus tard, la famille a fait fortune
dans l'horticulture et est à la tête d'un beau patrimoine immobilier et foncier. Le père, Pascal Levavasseur, est un vrai notable, président de l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite du département, de l'Association catholique angevine des œuvres d'assistance et de bienfaisance et de l'Union nationale des officiers de réserve de l'Anjou, comme le révélait Street Press. Des titres ronflants qui lui permettent de côtoyer lors des cérémonies officielles les représentants de l'État, notamment le préfet et le directeur de la sécurité publique. Le fils, Axel Levavasseur, est un dandy adepte des mondanités festives, où l'on croise aussi bien des membres du GUD, comme Paul-Alexis Usac, que des descendants des Romanov, la famille impériale de Russie. Admirateur de Jean-Marie Le Pen et un temps proche de l'antisémite Alain Soral, il est surtout le sponsor de l'Alvarium. C'est lui le propriétaire de l'immeuble du bar associatif de l'Alvarium, et l'association qui gère le bar est domiciliée à son adresse personnelle. Cette intégration des fils de bonne famille de l'Alvarium dans le tissu économique local saute aux yeux lorsque l'on s'intéresse aux nouvelles halles Cœur de Maine dans le centre-ville d'Angers. Inaugurées en juin 2023, ces 1000 mètres carrés dédiés à la gastronomie ont nécessité un investissement de 4,5 millions d'euros. Mais le réseau angevin antifasciste, le RAF, a découvert que parmi les commerçants qui y ont une place de choix, se niche une entreprise d'élevage porcin fondée par des anciens de l'Alvarium, les Blancs de l'Ouest. Le gérant, Benoît-Joseph Cochin, a ainsi milité à l'Alvarium, comme le montrent ces clichés dénichés par le RAF. Pierre-Antoine Réveillard, un autre actionnaire, est également un proche de Jean-Eudes Gana. Ça, c'est pour le côté business. Pour ce qui est plus politique, Gana se sent progressivement à l'étroit dans son fief d'Angers. En mars 2023, il crée le mouvement Chouan, en référence justement à ces paysans monarchistes dont on vous a parlé tout à l'heure. Leur révolte s'étendait alors à tout l'ouest du pays, de la Vendée à la Bretagne, en passant par l'Anjou, les Pays de Loire, pour aller pratiquement jusqu'à la Basse-Normandie. L'ambition revendiquée du mouvement Chouan est de rayonner sur cet immense territoire. Le mouvement se définit ainsi comme, je cite, une organisation composée de militants identitaires du quart nord-ouest de l'Hexagone, la Touraine, l'Anjou, la Bretagne, la Normandie et la Vendée, qui ont des spécificités communes qui nous incitent à agir ensemble en dépit des découpages administratifs. C'est ainsi qu'on le croise à Tours, le 11 novembre 2023, pour une manifestation en l'honneur de Saint-Martin, le saint patron de la ville. Saint-Martin, revenez, la Touraine est en danger, Touraine populaire, Touraine identitaire. Les slogans de la manif ne laissent planer guère de doute sur le profil politique des participants. Les plus nombreux sont les locaux autour d'un groupe bien implanté, des Tours et des Lys. Un mouvement très en vogue chez les enfants de la bourgeoisie tourangelle et proche localement des jeunes du Rassemblement national. Y militent notamment deux filles d'une grande famille du coin, Joséphine et Olga Derbet de Tain. On les voit ici posées sur cette photo en compagnie d'Andrea Deriot, ancienne représentante départementale du Rassemblement national de la jeunesse, les jeunes du parti. Sur la même photo, accroupi en haut à gauche, Alexandre Boumedienne, considéré comme le leader du groupe. Les militants des Tours et des Lys prennent visiblement de plus en plus d'importance dans la fachosphère française. Sur cette photo, on voit les deux sœurs Derbet porter la banderole de tête de la manifestation du comité du 9 mai. C'était le 11 mai dernier. Le comité du 11 mai, c'est la grande manifestation annuelle des néofascistes de France et de Navarre, qui honore chaque année, depuis 30 ans, la mémoire d'un militant pétiniste mort en chutant d'un immeuble après une course-poursuite avec la police. Sébastien Desieux, c'est son nom, est devenu un martyr de l'ultra-droite. Porter la banderole de tête dans un milieu néofasciste hyper hiérarchisé et où la symbolique compte plus que tout, ce n'est pas rien. Dans la même manif, on reconnaît Alexandre Boumedienne et un autre militant des Tours et des Lys, Lucas Maupin, ici de dos. Signe que le groupe est en train de monter dans la nébuleuse néofasciste, c'est Alexandre Boumedienne, le boss, qui est désigné comme porte-parole du comité du 9 mai, invité à s'exprimer dans les médias amis. Alors pourquoi cette manifestation donne-t-elle lieu à de pareilles polémiques ? Pour en parler, nous accueillons ce matin dans notre table ronde tout d'abord Alexandre. Bonjour Alexandre, alors vous êtes membre de l'organisation du C9M 2024, merci d'être parmi nous. Pour revenir à Jean-Eudes Gana, on le voit aussi à Laval, 80 km au nord d'Angers.
Il prononce un discours avant un rassemblement d'une centaine d'activistes de l'ultra-droite locale à la suite du meurtre de Thomas Perotto à Crépol. Justice pour Thomas! Justice pour Thomas! Une manifestation emmenée par le groupuscule lavallois Medouana Noctua, qui lui aussi fait appel à la mémoire des Chouans, comme le montre son compte X. Cet imaginaire mythique des Chouans, cher à Jean-Eudes Gana, le groupe lavallois l'exporte ailleurs dans la région. Au Mans, par exemple, à 90 km à l'est. Le 14 décembre dernier, les militants de Medouana Noctua y ont rendu hommage aux troupes chouanes, défaites dans le sang par l'armée révolutionnaire en 1793 au Mans. Ils défilaient en compagnie de plusieurs dizaines de militants locaux pour une marche du souvenir vendéen, la Vendée étant le fief historique des Chouans. Selon Libération, des militants arboraient des insignes nazis. Ils étaient là, en nombre également. Toujours cette jonction dont rêve Jean-Eudes Gana et son mouvement chouan, entre traditionalistes contre-révolutionnaires et bourgeois, et la plèbe néofasciste ou néo-nazie. Enfin, impossible de parler des Chouans sans évoquer l'inénarrable Philippe de Villiers, la grande figure réactionnaire de la région. Philippe de Villiers, 75 ans, le vicomte Philippe Joly de Villiers de Saint-Ignon, de son nom complet, est issu d'une grande famille traditionnaliste de ce berceau de la révolte des Chouans. Ancien secrétaire d'État à la culture de Jacques Chirac entre 1986 et 1988, il a aussi été président du département. C'est le mentor de l'actuel ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. C'est un ultra-catholique, nostalgique de la monarchie et de la France éternelle. Il a créé, en 1989, l'année du bicentenaire de la Révolution, le spectacle à succès du Puy du Fou, qui célèbre les armées contre-révolutionnaires en guerre contre les républicains modernistes. Cet étrange château enveloppé par la nuit, né de choix très anciens devenus des raisons mortes, mais qui a su garder au creux de ses murailles le souvenir jaloux du passé. Le spectacle du Puy du Fou, 3 millions de visiteurs l'an dernier. C'est là que Philippe de Villiers et Bruno Retailleau se sont rencontrés. L'actuel ministre de l'Intérieur, qui a grandi dans le bocage vendéen, à 7 km du Puy du Fou, y était alors un jeune figurant de 17 ans. De Villiers en fait rapidement son poulain et lui confie la mise en scène de la Cinécénie, une grande fresque mythifiée de l'histoire des paysans vendéens, défendant avec héroïsme le catholicisme français face aux agressions de l'extérieur. Ces dernières années, Philippe de Villiers a évolué de plus en plus vers l'extrême droite la plus radicale et le complotisme. Il intervient sur CNews tous les week-ends, ça c'est un signe. Je n'accepte pas que les évêques nous laissent mourir. Moi, je veux pas mourir. Moi aussi, j'ai le droit de vivre. Comme les marins en mer. Il a raison de dire que c'est un drame, un marin qui meurt en mer, un migrant qui meurt en mer. Mais moi, je veux pas mourir. C'est mon pays. Ce sont mes racines. Et il est à l'initiative également de la création, en 1990, de l'Institut catholique d'études supérieures, plus connu sous le nom d'Institut catholique de Vendée, à La Roche-sur-Yon, la préfecture du département. Un établissement privé qui a bénéficié néanmoins d'une manne importante d'argent public du département par le biais de mise à disposition de bâtiments publics ou d'aides financières pour des travaux d'agrandissement ou de rénovation. L'Institut catholique accueille 1900 étudiants et c'est le véritable vivier de l'extrême droite dans le département et au-delà. L'un des anciens élèves les plus connus est Stanislas Rigaud, le fondateur de Génération Z, les jeunes partisans de Zemmour. En 2019, avec 3 autres étudiants de l'Institut catholique de Vendée, Rigaud a créé L'Étudiant Libre, un journal destiné aux étudiants ultra-conservateurs qui a aujourd'hui une audience nationale. Le propre fils de Philippe de Villiers, Nicolas, qui dirige aujourd'hui le Puy du Fou, est également diplômé de l'ICES. À noter que parmi les enseignants de cet établissement réactionnaire, on trouve François Molins, l'ancien procureur de la République de Paris. De nombreux étudiants ou diplômés de cet institut font pleinement partie des réseaux de l'extrême droite la plus radicale. Un exemple, des slogans xénophobes en plein Paris, c'était le 2 novembre dernier. Près de 200 néofascistes défilaient derrière cette banderole « Victimes de l'immigration, ni oubli, ni pardon ».
La personne qui a déposé la demande d'autorisation de manifester est une inconnue du grand public, une certaine Héloïse Guin. C'est une toute jeune diplômée de l'ICES, l'Institut catholique de Vendée, donc, qui est aussi collaboratrice à l'Étudiant libre, le magazine fondé par Rigaud. Un signe de l'envergure nationale, compris les réseaux villiéristes dans l'extrême droite. En 2019, des étudiants de l'ICES avaient déjà suscité la polémique et une désapprobation de l'établissement lorsqu'il s'en était pris à des militants LGBT. Injures homophobes à l'appui, si l'on en croit des témoins, mais ils ont été relaxés en 2020. Pas de relax, en revanche, pour les 9 militants monarchistes et anti-avortement de l'Action française qui ont dégradé une statue de Simone Veil. Ils viennent d'être condamnés à 500 € d'amende chacun. Sur les 9 personnes qui ont dégradé le monument, 7 étaient des étudiants de l'ICES. Nous l'avons vu, dans la région, les groupes violents d'extrême droite sont en pleine ascension. Mais sur le plan électoral, c'est tout autre chose. Aux dernières législatives, la gauche est arrivée en tête dans le Grand Ouest et l'extrême droite n'a envoyé aucun député au Parlement. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Et n'oubliez pas que Blast a besoin de vous, car nous n'avons ni riches actionnaires, ni sponsors, ni annonceurs. Alors pour ceux qui souhaitent nous soutenir, ça se passe sur blast-info.fr.